Lorsqu'un glacier en Alaska, en reculant, a révélé un corps de Bigfoot parfaitement conservé, gelé depuis ce qui semblait être des milliers d'années, j'ai cru à la découverte scientifique du siècle, mais les résultats d'ADN que nous avons obtenus ont bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur l'évolution humaine, les schémas de migration anciens et l'origine de ces créatures mystérieuses. Je m'appelle Dr Michael Brennan. Je suis un paléogénéticien de 40 ans de l'Université de Washington. Et voici l'histoire de la découverte la plus controversée de la science moderne, celle que les institutions tentent désespérément d'enterrer. 3e septembre 1996. J'étais dans mon laboratoire à Seattle quand j'ai reçu l'appel qui allait changer ma vie. Dr Karen Martinez, une collègue glaciologue à l'université d'Alaska Fairbanks, était au bout du fil et sa voix tremblait d'excitation. « Michael, il faut que tu montes ici immédiatement. Nous avons trouvé quelque chose dans la zone de fonte du glacier Mendenhall. Quelque chose d'extraordinaire. Karen, je suis en pleine analyse d'échantillons de la découverte de l'homme de Kennewick. Ça ne peut pas attendre. » Non, ça ne peut pas. Michael, nous avons trouvé un corps. Un corps d'hominidé non humain parfaitement conservé dans la glace. Et Michael, elle a marqué une pause et j'ai entendu qu'elle prenait une profonde inspiration pour se calmer. Ce n'est rien de comparable dans les archives fossiles. Il faut que tu vois ça. J'étais dans un avion pour Juneau 12 heures plus tard. Le glacier Mendenhall, comme tous les glaciers d'Alaska, reculait rapidement tout au long des années 1990 en raison du changement climatique. À mesure que la glace fondait, elle révélait toutes sortes de choses figées depuis des milliers d'années, des forêts anciennes, des restes d'animaux, même des artefacts archéologiques des premiers habitants humains de l'Alaska. Mais rien de comparable à ce que l'équipe de Karen avait trouvé. Je suis arrivé à Juneau le 4 septembre. Et Karen est venue me chercher à l'aéroport dans un véhicule de l'université. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, les yeux rougis mais brillants d'excitation. « Comment est la conservation ?» ai-je demandé pendant que nous nous dirigions vers le glacier. « Michael, c'est parfait. Je veux dire, nous parlons de conservation des tissus mous, des poils encore intacts. Même les yeux sont conservés. Quoi que ce soit qui l'ait figé, ça l'a figé vite. Nous estimons qu'il est dans la glace depuis au moins 8000 à 10 000 ans, peut-être plus. Et tu es certaine que ce n'est pas humain? Je suis certaine. Attends de voir. Nous avons roulé pendant environ 1 heure, laissant Juneau derrière nous pour nous aventurer dans la nature sauvage. Le glacier Mendenhall se dressait devant nous. Une masse de glace imposante qui avait sculpté son chemin à travers les montagnes pendant des millénaires. Mais maintenant, sa face reculait, laissant derrière elle un paysage de décombres, de ruisseaux de fonte et de roches nouvellement exposées. Le site de fouille se trouvait dans une zone restreinte, délimitée par du ruban orange et gardée par la sécurité de l'université. Karen avait eu la sagesse de garder cela discret. Si la nouvelle se répandait avant qu'il n'ait sécurisé et documenté le tout, le site serait envahi par les médias, les cryptozoologues et tous les excentriques avec une théorie. Elle m'a conduit à une tente réfrigérée qu'ils avaient installée près du point d'excavation. À l'intérieur, allongée sur une table d'examen recouverte d'une feuille de préservation thermique, se trouvait la trouvaille Karen a soulevé la couverture et j'ai oublié de respirer. C'était humanoïde, sans aucun doute, mais distinctement non humain. Environ 2,40 mètres de haut, bien qu'il soit difficile de mesurer précisément dans sa position figée et recroquevillée, couvert d'une épaisse fourrure brun-rougeâtre foncé, emmêlée de cristaux de glace. Le visage était la caractéristique la plus frappante. Une arcade sourcilière prononcée, un nez large et plat, une mâchoire saillante, mais avec des traits étrangement proches de l'humain. « Mon Dieu !» ai-je murmuré. « Nous l'avons trouvé il y a 3 jours, » a expliqué Karen. Un randonneur a repéré ce qu'il pensait être la carcasse d'un ours exposé par la fonte du glacier. Quand nous avons enquêté,
Nous avons immédiatement compris ce que nous savions. Je me suis approché, ma formation scientifique prenant le pas sur mon choc. La conservation était en effet remarquable. Le froid et la pression du glacier avaient essentiellement lyophilisé le corps, le protégeant de la décomposition. Je pouvais voir des poils individuels, la texture de la peau en dessous, même ce qui ressemblait à de vieilles cicatrices sur l'épaule et le bras gauche. Avez-vous déjà prélevé des échantillons? Nous avons prélevé des échantillons de tissus préliminaires pour la datation au radiocarbone et l'extraction d'ADN, mais nous attendions votre arrivée avant de faire quoi que ce soit de plus poussé. Michael, si c'est ce que je pense, c'est un Bigfoot, ai-je dit, les mots sonnant surréalistes même en les prononçant. Un véritable Bigfoot, vérifié, documenté scientifiquement, conservé depuis des milliers d'années. Les implications sont stupéfiantes. Si c'est une espèce réelle, si nous pouvons en extraire de l'ADN viable, nous pourrons enfin répondre à la question de ce que sont ces créatures, d'où elles viennent, comment elles se rapportent aux humains et aux autres hominidés. J'ai passé les 2 heures suivantes à effectuer un examen préliminaire, à prendre des photographies sous tous les angles, à collecter des échantillons de tissus supplémentaires pour analyse ADN. Le corps présentait des signes de traumatisme, des côtes cassées, un bras gauche fracturé qui avait mal guéri. Quoi qu'il ait tué cet individu, ce n'était pas une mort paisible. Nous devons transporter cela dans une installation appropriée, ai-je dit. L'Université de Washington dispose de l'équipement pour une analyse détaillée, et nous devons garder cela absolument confidentiel jusqu'à ce que nous ayons des données solides. D'accord, mais Michael, il faut agir vite. Nous avons peut-être une semaine avant que quelqu'un ne parle. La rumeur commence déjà à circuler dans l'université. Les gens savent que nous avons trouvé quelque chose d'important. Nous avons passé les 2 jours suivants à coordonner le transport. Le corps a été soigneusement emballé dans un conteneur réfrigéré, accompagné de toute la documentation de Karen et des échantillons que nous avions collectés. Le 6 septembre, nous l'avons transporté par avion à Seattle sous le prétexte d'une découverte archéologique provenant d'un site funéraire amérindien, quelque chose qui expliquerait la sécurité et la confidentialité tout en détournant les questions. Le 8 septembre, le corps était dans une installation sécurisée à l'Université de Washington. Et j'avais réuni une petite équipe de chercheurs de confiance, Dr. Jennifer Walsh, une anthropologue biologique qui avait travaillé avec moi sur d'autres projets. Dr. Hassan Ahmed, un généticien spécialisé dans l'ADN ancien, et Dr. Patricia Lynn, une experte en datation au radiocarbone et en conservation archéologique. Nous avons délibérément gardé l'équipe petite. Moins il y avait de personnes au courant, plus nous avions de chances de contrôler le récit et de faire une science rigoureuse avant que le cirque médiatique ne commence. Les résultats de la datation au radiocarbone sont arrivés en premier. Dr. Lynn a travaillé jour et nuit pendant 3 jours, effectuant plusieurs tests pour confirmer les résultats. Les échantillons de collagène indiquent une date d'environ 9400 ans avant le présent, a-t-elle rapporté lors de notre réunion d'équipe le 11 septembre, à plus ou moins 200 ans près. Cela place cet individu au début de l'Holocène, peu après la fin de la dernière période glaciaire. Donc il était vivant à la même époque que les gens de Clovis, a dit Jennifer, les premiers habitants humains confirmés d'Amérique du Nord. Pas seulement contemporains, ai-je ajouté, potentiellement en interaction avec eux. Nous savons que les humains étaient en Alaska depuis au moins 14 000 ans, probablement plus tôt. Cette créature aurait vécu à leur côté. Mais ce sont les résultats de l'ADN qui se révéleraient véritablement révolutionnaires et terrifiants dans leurs implications. Hassan a passé 2 semaines à extraire et séquencer l'ADN des échantillons de tissus. Le travail sur l'ADN ancien est notoirement difficile. Le matériel génétique se dégrade avec le temps, se contamine, se fragmente en morceaux difficiles à reconstruire.
Mais la conservation de ce corps était si bonne que Hassan a pu en extraire des séquences d'ADN remarquablement intactes. Le 25 septembre, il a convoqué une réunion d'urgence de l'équipe. Son visage était livide et ses mains tremblaient légèrement alors qu'il distribuait ses conclusions. « J'ai refait ces tests plusieurs fois », a-t-il dit. « Je les ai fait vérifier par un laboratoire indépendant qui pense analyser un échantillon humain archéologique. Les résultats sont cohérents sur tous les tests. » Il a projeté ces données sur l'écran. L'ADN mitochondrial montre que cette créature a divergé de la lignée humaine il y a environ 300 000 à 500 000 ans. C'est cohérent avec d'autres espèces humaines archaïques comme les Néandertaliens ou les Denisoviens. Donc, c'est un humain archaïque, a demandé Jennifer. Plus que ça. Regardez les comparaisons de l'ADN nucléaire. Hassan a projeté une autre diapositive. Cette créature partage environ 98,4% de son ADN avec les humains modernes. C'est plus proche que les chimpanzés, plus proche même que les Néandertaliens. Et voici la partie vraiment choquante. Il a mis en évidence plusieurs sections du code génétique. Ces gènes, ici, sont associés à une adaptation extrême au froid, un métabolisme amélioré, une production accrue de graisse brune, une meilleure circulation dans les extrémités. Ce ne sont pas des gènes humains, c'est de l'évolution convergente avec les mammifères arctiques. Il s'est adapté pour survivre à un froid extrême, ai-je dit, la compréhension se faisant jour. Ce n'est pas juste un humain archaïque qui a survécu plus longtemps que nous ne le pensions. C'est une lignée qui s'est spécifiquement adaptée aux environnements arctiques et subarctiques. Exactement. Et il y a plus. Hassan a projeté une autre série de marqueurs génétiques. Ces séquences suggèrent que cet individu avait la capacité génétique de cognition complexe, d'utilisation d'outils, peut-être même de langage. Ce n'était pas une créature primitive. C'était un être intelligent, adapté pour survivre dans l'un des environnements les plus hostiles de la Terre. Patricia a pris la parole. Si cette espèce était adaptée au climat froid et a survécu jusqu'à il y a au moins 9400 ans, la question est, ont-ils survécu plus longtemps? Nous nous sommes tous regardés, la même pensée nous traversant simultanément. Les observations de Bigfoot, a dit Jennifer tout bas. Les rapports d'Alaska, du Pacifique Nord-Ouest, du Canada, et si ce n'était pas des mythes? Et s'il existait une population survivante de cette espèce vivant dans des zones reculées où elle peut éviter le contact humain? Nous ne pouvons pas faire cette affirmation sans preuve, ai-je prévenu. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que ce corps prouve qu'une espèce bipède de grande taille, apparentée à l'homme, a vécu en Amérique du Nord beaucoup plus récemment que nous ne l'aurions jamais cru possible. Michael, lorsque nous publierons cela, cela provoquera une tempête, a dit Hassan. Cela remet en question tout ce qui concerne l'évolution humaine, qui était en Amérique et quand, quelles autres espèces d'hominidés ont pu survivre à l'ère moderne. Il avait raison, bien sûr, mais ce que nous ne savions pas alors, c'est que nous n'aurions jamais la chance de publier car des personnes puissantes avaient déjà eu connaissance de notre découverte et elles avaient des plans très différents pour ce qu'il fallait en faire. Octobre 1996 est devenu le mois de recherche le plus intense de ma carrière. Notre équipe a travaillé jour et nuit, effectuant tous les tests auxquels nous pouvions penser tout en maintenant un secret absolu. Le corps est resté dans notre installation sécurisée, stocké à une température constante sous zéro pour éviter toute dégradation. Dr Jennifer Walsh s'est concentrée sur l'anthropologie physique, effectuant des mesures détaillées et des comparaisons avec des espèces d'hominidés connues. Elle a travaillé avec un équipement de scan 3D, créant un modèle numérique complet du corps que nous pouvions analyser sans perturber davantage les restes. La structure squelettique est fascinante, a rapporté Jennifer lors de notre réunion d'équipe hebdomadaire le 7 octobre. Les os des jambes montrent des adaptations à la locomotion bipède, mais avec des différences
par rapport aux humains modernes. Le fémur a un angle différent. La structure du pied est plus large avec des orteils plus longs. Cette créature était construite pour marcher sur un terrain accidenté, probablement dans la neige profonde. Elle a projeté des images comparatives à l'écran. Le crâne est la caractéristique la plus distinctive. Le volume de la boîte crânienne est d'environ 1650 cm3, plus grand que la moyenne humaine moderne de 1400 cm3. Mais la forme du crâne est différente, plus robuste avec cette arcade sourcilière prononcée et une crête sagittale similaire à ce que nous voyons chez les gorilles. Qu'est-ce que la grande boîte crânienne suggère ? A demandé Patricia. Une intelligence comparable ou potentiellement supérieure à celle des humains modernes, a dit Jennifer, mais adaptée à des tâches cognitives différentes. Le développement du lobe frontal suggère des capacités de résolution de problèmes complexes. Ce n'était pas une brute primitive, c'était un être intelligent. Hassan avait poursuivi son analyse génétique et ses conclusions devenaient de plus en plus remarquables. J'ai identifié plusieurs variants génétiques uniques à ce spécimen, a-t-il dit en projetant ces données. Regardez cette séquence ici. Elle est liée à la composition des fibres musculaires. Cet individu aurait été incroyablement fort, probablement 2 à 3 fois plus fort qu'un humain moderne de taille équivalente. Et les gènes d'adaptation au froid que vous avez mentionnés ? Ai-je demandé. Encore plus intéressant que je ne le pensais initialement. Cet individu a des variants génétiques que nous n'avons vus que dans des populations arctiques isolées, les Inuits, les peuples sibériens, mais ce spécimen précède ces populations de milliers d'années. Cela suggère que ces adaptations ont évolué indépendamment ou qu'il y a eu un flux génétique entre l'espèce et les premières populations humaines dans l'Arctique. Flux génétique ? Patricia a levé les yeux vivement. Vous voulez dire des croisements ? Possiblement. Regardez ceci. Hassan a mis en évidence une autre section du code génétique. Ces marqueurs suggèrent que cet individu avait environ 3% d'ADN humain moderne. C'est comparable à ce que nous voyons dans le mélange néandertalien chez les populations européennes. Les implications flottaient dans l'air. Cette créature n'était pas seulement une espèce parallèle vivant aux côtés des humains. Il y avait eu interaction, potentiellement même des croisements. S'il y a eu flux génétique, ai-je dit lentement, cela signifie que les populations humaines qui ont rencontré ces êtres ne les craignaient pas ou ne les évitaient pas seulement. Elles coexistaient avec eux, avaient peut-être même des familles avec eux. Cela signifie aussi, a ajouté Jennifer, que les humains modernes pourraient porter du matériel génétique de cette espèce, tout comme nous portons des gènes néandertaliens et dénisoviens. J'ai pensé aux implications. Quelque part dans le génome humain moderne, il pourrait y avoir des gènes de ces créatures, des adaptations qui avaient aidé les premiers humains à survivre dans des climats rigoureux, transmises à travers des milliers d'années. Le 15 octobre, nous avons effectué un scan CT complet du corps, à la recherche de toute structure interne susceptible de nous donner plus d'informations. Ce que nous avons trouvé était à la fois fascinant et troublant. « Regardez ceci », a dit Patricia en pointant les images du scan. Les poumons sont significativement plus grands que les poumons humains avec une structure alvéolaire différente. Cet individu pouvait traiter l'oxygène plus efficacement, crucial pour la survie en haute altitude et dans les climats froids où l'oxygène est moins disponible. « Mais regardez ici », a indiqué Jennifer une zone dans le bas de l'abdomen. Il y a quelque chose d'étranger dans le tractus digestif, quelque chose qui n'est pas du tissu organique. Nous avons passé le lendemain à extraire soigneusement l'objet par une petite incision. Ce que nous avons sorti nous a tous fait taire. C'était une pointe de projectile, une pointe de lance en obsidienne d'environ 8 cm de long, toujours enfoncée dans ce qui restait du tissu intestinal de la créature. C'est une pointe de Clovis, a dit Patricia en l'examinant sous grossissement, ou très similaire à la technologie Clovis. Cet individu
a été tué par des chasseurs humains primitifs. J'ai fixé l'artefact, la compréhension se faisant jour. Ce n'était pas une mort naturelle ou un accident, cette créature avait été chassée, tuée par des humains il y a environ 9400 ans. Est-elle suite? A demandé Hassan. Comment s'est-elle retrouvée dans le glacier? Jennifer a étudié la position du corps. Regardez comment il est recroquevillé. C'est une posture défensive, protégeant les organes vitaux. Je pense que cet individu a été blessé, s'est retiré dans les montagnes à la recherche d'un abri et est mort de sa blessure. Ensuite, il a été enseveli par la neige et la glace, devenant finalement partie du glacier. Donc, nous avons des preuves de conflit entre les premiers humains et cette espèce. Ai-je dit, les humains les chassaient, les tuaient. Cela pourrait expliquer pourquoi ils sont devenus si insaisissables, pourquoi ils ont développé des comportements pour éviter le contact humain. Au cours de la semaine suivante, nous avons effectué une analyse isotopique des dents et des os, qui pouvait nous renseigner sur le régime alimentaire et les schémas de migration de la créature au cours de sa vie. Les rapports isotopiques montrent que cet individu mangeait principalement de la viande, a rapporté Patricia. Du mégalocéros, probablement du caribou, peut-être même du mammouth ou du bison. Mais il y a aussi des signatures suggérant la consommation de poissons et de matières végétales à certaines saisons. Un omnivore flexible, a noté Jennifer, adaptant son régime à ce qui était disponible. C'est une stratégie de survie cohérente avec une intelligence élevée. Mais voici ce qui est vraiment intéressant, a poursuivi Patricia. Les schémas isotopiques montrent que cet individu a voyagé intensivement au cours de sa vie. Il couvrait une étendue allant des zones côtières à l'intérieur des terres, des basses altitudes aux hautes montagnes. Ce n'était pas une créature avec un petit territoire, c'était une espèce très mobile. Fin octobre, nous avions dressé un tableau extraordinaire de ce qu'avait été cette créature. Une espèce d'hominidée intelligente, hautement adaptée, qui avait évolué pour survivre dans les environnements arctiques et subarctiques. Forte, mobile, omnivore, capable de résolution de problèmes complexes. Une espèce qui avait coexisté avec les premiers humains, voire potentiellement s'était reproduite avec eux, mais qui avait finalement été poussée à se cacher ou à l'extinction par l'expansion humaine. Le 28 octobre, nous avons tenu une réunion pour discuter de la stratégie de publication. Nous avions compilé suffisamment de données pour rédiger un article qui révolutionnerait notre compréhension de l'évolution humaine et de la préhistoire nord-américaine. Il faut soumettre à nature ou science, a dit Jennifer. C'est la découverte la plus médiatisée depuis une génération. Il faut aussi préparer la réaction du public. Ce sera une nouvelle mondiale, a ajouté Hassan. Tous les médias du monde voudront avoir accès au corps, à nos données. Il faut contacter le Smithsonian, a suggéré Patricia. Ils ont les ressources pour préserver et exposer correctement le spécimen. Cela appartient à un musée où les gens pourront le voir, en apprendre. J'étais sur le point de répondre lorsque mon téléphone portable a sonné. Je n'ai failli pas répondre. Nous avions gardé nos téléphones éteints pendant les réunions pour éviter les interruptions, mais quelque chose m'a fait vérifier l'identifiant de l'appelant. C'était le docteur Charles Henderson, le doyen de la faculté des arts et sciences, mon patron. « Il faut que je prenne ça », ai-je dit en sortant de la salle de conférence. « Michael », la voix de Henderson était tendue, stressée. « Il faut qu'on se parle immédiatement. Mon bureau, venez seul. » « Charles, je suis en plein milieu de... » « Michael, ce n'est pas une requête. » 21 minutes plus tard, j'étais assis dans le bureau de Henderson. Avec lui se trouvaient deux autres personnes que je ne reconnaissais pas. Un homme d'une 50aine d'années, portant un costume coûteux, et une femme d'une 40aine d'années qui avait l'assurance de quelqu'un habitué à l'autorité Dr. Brennan, a dit Henderson, et je pouvais voir la tension sur son visage. Voici James Thornton du département de l'Intérieur et Dr. Sarah Blackwood du National Science Foundation.
Ils ont besoin de vous parler de vos recherches récentes. Mon estomac s'est effondré. Quelqu'un avait parlé. Quelqu'un avait divulgué des informations sur notre découverte, Dr. Brennan, a dit Thornton, sa voix étant soigneusement neutre. Nous comprenons que vous avez mené des recherches sur des restes biologiques récupérés du glacier Mendenhall. Nous devons discuter de l'état de ces recherches et de la disposition du spécimen. Avec tout le respect que je vous dois, ai-je dit prudemment. C'est un projet de recherche en cours. Nos conclusions ne sont pas encore prêtes pour l'examen par les pairs. Nous ne sommes pas ici pour l'examen par les pairs, a dit Dr. Blackwood. Dr. Brennan, ce que vous avez trouvé a des implications qui vont bien au-delà de la science académique. Il y a des considérations de sécurité nationale, des questions de droits autochtones et des préoccupations potentielles de sécurité publique. Sécurité nationale. C'est un corps vieux de 9400 ans. C'est la preuve d'une espèce qui existe peut-être encore, a dit Thornton brutalement. Et si cette espèce existe encore, le gouvernement doit en être informé, contrôler les informations à son sujet et gérer toute situation de contact potentiel. Vous voulez classer nos recherches, ai-je dit, la compréhension m'inondant. Vous voulez enterrer cette découverte. Nous voulons nous assurer qu'elle est gérée de manière responsable, a corrigé Blackwood. Dr. Brennan, si vous publiez cette recherche, vous déclencherez une frénésie de chasse au Bigfoot dans toute l'Amérique du Nord. Chaque personne armée se jettera dans la nature pour essayer d'abattre l'une de ces créatures. Si elles existent, vous signerez leur arrêt de mort. Je me suis adossé, le poids de ces paroles s'imprimant en moi. Elles n'avaient pas tort. Au moment où cela deviendrait public, cela déclencherait exactement ce qu'elle décrivait. « Que proposez-vous » ai-je demandé. « Le spécimen doit être transféré dans une installation fédérale sécurisée, » a dit Thornton. « Vos recherches continueront, mais sous surveillance gouvernementale et avec un statut classifié, aucune publication sans approbation, aucune divulgation publique. » Et si je refuse ? Alors nous invoquons le Native American Graves Protection and Repatriation Act, NAGPRA, a dit Thornton. Nous classifions cela comme un ancêtre amérindien, ce qui nous donne l'autorité légale de saisir les restes. Vous serez exclus de vos propres recherches et le corps disparaîtra dans un entrepôt fédéral. J'ai regardé Henderson, qui ne voulait pas me regarder dans les yeux. Il avait déjà accepté. Je n'avais pas d'allié ici. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit. Vous avez 24 heures, a répondu Thornton. Après cela, nous avancerons avec ou sans votre coopération. Ils sont partis et je suis resté là avec Henderson dans son bureau, le silence lourd entre nous. Ils ont contacté l'université il y a 3 jours, a finalement dit Henderson. Quelqu'un de l'équipe d'Alaska a parlé. La nouvelle est parvenue aux autorités fédérales et elles ont agi rapidement, Michael, je suis désolé. Mais l'université ne peut pas se battre contre le gouvernement fédéral sur cette question. Nous perdrions notre financement, notre accréditation. Vous devez coopérer. Je suis retourné à mon laboratoire en fin de journée. Mon équipe a levé les yeux en entrant et ils ont dû voir quelque chose sur mon visage. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a demandé Jennifer. Je leur ai tout raconté. Quand j'ai eu fini, la pièce était silencieuse. « Ils vont l'enterrer », a finalement dit Hassan. « Tout ce que nous avons découvert, tout ce que nous avons appris, ils vont le verrouiller et prétendre que ça n'existe pas. » Nous avons 24 heures, ai-je dit. 24 heures pour décider quoi faire. Patricia s'est levée. Alors il faut faire des copies de tout. Chaque fichier, chaque photo, chaque résultat de test. S'ils vont classer cela, nous devons avoir nos propres dossiers. Ce serait illégal, ai-je dit. Couvrir la découverte scientifique la plus importante du siècle l'est aussi, a-t-elle répondu. Nous avons travaillé toute la nuit à copier des données, à faire des échantillons doubles des extractions d'ADN, à photographier chaque document. Si le gouvernement allait nous prendre cela, nous allions nous assurer que la vérité survive quelque part. À 6 heures le 30 octobre, nous avions copié tout ce que nous pouvions.
des disques durs pleins de données, des photos imprimées et stockées, des échantillons d'ADN divisés et cachés dans différents endroits. Si le gouvernement allait faire disparaître cette découverte, au moins le dossier scientifique survivrait. Quelque part. J'ai convoqué une réunion d'urgence avec mon équipe dans un café hors campus, un terrain neutre où nous ne pouvions pas être facilement surveillés. Nous avons deux options, ai-je dit, en exposant clairement la situation. Nous coopérons avec le gouvernement fédéral, remettons le spécimen et toutes nos données, et espérons qu'ils nous permettront de continuer la recherche dans des conditions classifiées, ou nous refusons. Ils saisiront tout de toute façon sous le NAGPRA, et nous serons complètement exclus. Il y a une troisième option, a dit Hassan tout bas. Nous rendons cela public maintenant. Appelons une conférence de presse. Publions nos conclusions avant qu'ils ne puissent nous arrêter. C'est une fin de carrière, a dit Jennifer. Ils nous détruiront professionnellement. Aucune université ne voudra de nous. Nous ne travaillerons plus jamais en recherche. Mais la vérité sera là, a rétorqué Patricia. Les gens sauront. D'autres scientifiques pourront s'appuyer sur ce que nous avons découvert et déclencher exactement ce que le docteur Blackwood craignait. Une frénésie de chasse, ai-je dit. S'il existe des populations vivantes de ces créatures, rendre cela public les met en danger immédiat. Nous nous sommes assis en silence pendant un long moment, le café refroidissant devant nous, le poids de la décision nous pesant. J'ai pensé au corps dans notre laboratoire. Cet individu était mort il y a 9400 ans, tué par des chasseurs humains. Son espèce avait été poussée à se cacher, potentiellement à l'extinction, par l'expansion humaine. Et maintenant, même dans la mort, les humains se disputaient ce qu'il fallait faire de ces restes. Nous coopérons, ai-je dit finalement, mais à nos conditions. Nous exigeons un accès continu aux spécimens. Nous exigeons que nos recherches soient préservées, même si classifiées, et nous demandons des garanties que si des populations vivantes sont trouvées, elles seront protégées, pas exploitées. Vous pensez qu'ils accepteront ? A demandé Hassan sceptiquement. Nous avons un levier. Nous sommes les seuls à avoir réussi à extraire et analyser l'ADN. Nous avons l'expertise dont ils ont besoin. Utilisons-la. À 9 heures, j'ai appelé James Thornton et organisé une réunion. Cette fois, j'ai amené toute mon équipe et j'ai apporté notre liste de demandes. Thornton et le docteur Blackwood nous ont rencontrés dans une salle de conférence d'un bâtiment fédéral au centre-ville. Ils ont écouté nos conditions sans interruption. « Vous voulez un accès continu ?» a répété Thornton quand j'ai eu fini. Vous voulez que vos recherches soient préservées et vous voulez des protocoles de protection pour toute population vivante? Non négociable, ai-je dit. Vous nous retirez notre droit de publier, de partager cela avec la communauté scientifique. En échange, nous voulons des garanties que la science continue et que ces créatures, si elles existent encore, sont protégées. Thornton et Blackwood ont échangé des regards, puis Blackwood a parlé. Docteur Brennan, ce que je vais vous dire est classifié. Ce que vous avez découvert n'est pas la première preuve que nous ayons de cette espèce. La pièce est devenue complètement silencieuse. Que voulez-vous dire, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi connaissait déjà la réponse. Nous sommes au courant de ces créatures depuis des décennies, a continué Blackwood. Le gouvernement fédéral, en particulier le US Forest Service et le département de l'Intérieur, surveillent les populations dans des zones reculées depuis les années 1960. Ce que vous avez trouvé est une confirmation scientifique de ce que nous savions de manière anecdotique depuis des années. Vous saviez, la voix de Jennifer était vive de colère. Vous saviez que ces créatures existent et vous l'avez gardé secret pour leur protection. Docteur Brennan, vous avez mentionné la frénésie de chasse qui se produirait si cela devenait public, a dit Thornton. Ce n'est pas théorique. Nous l'avons vu se produire dans les années 1970 lorsque des informations ont fuité sur des observations possibles. Des dizaines de chasseurs amateurs ont inondé les zones sauvages.
Plusieurs personnes ont été tuées dans des accidents et nous pensons qu'au moins 2 de ces créatures ont été tuées par des chasseurs qui ne l'ont jamais signalé. Après cela, nous avons instauré un blackout total de l'information. Aucune confirmation, aucun déni, discréditation active de tout témoin crédible. C'était le seul moyen de protéger à la fois les créatures et le public. J'ai eu du mal à traiter cela. Combien y en a-t-il ? Quelle est la taille de la population? Nous estimons entre 150 et 300 individus dispersés en Alaska, dans le Pacifique Nord-Ouest et dans certaines parties du Canada, a dit Blackwood. De petites populations isolées vivant dans les zones les plus reculées. Elles sont incroyablement insaisissables, très intelligentes et elles évitent activement le contact humain. C'est pourquoi votre spécimen est si important, a ajouté Thornton. C'est la première preuve physique que nous ayons pu nous donner des données génétiques, nous aider à comprendre leur physiologie, leurs origines. Vos recherches sont précieuses, Dr. Brennan, mais elles doivent rester classifiées. Et les communautés autochtones ? A demandé Patricia. Certaines populations amérindiennes d'Alaska et des Premières Nations ont des histoires sur ces créatures depuis des générations. Est-ce qu'elles savent ? Certains anciens de certaines communautés sont au courant, a reconnu Blackwood. Ils rencontrent ces êtres depuis des milliers d'années. De nombreuses communautés tribales ont des accords avec nous. Elles signalent les observations. Nous enquêtons et en échange, nous respectons leur territoire traditionnel et n'interférons pas avec leurs pratiques culturelles concernant ces créatures. Donc, il existe toute une infrastructure secrète autour de cela, a dit Hassan. Surveillance, suivi, protection. Exactement. Et votre découverte s'inscrit dans cette infrastructure. Votre spécimen sera déplacé vers une installation sécurisée où la recherche pourra continuer. Vous obtiendrez des autorisations de sécurité et pourrez continuer votre travail. Mais rien ne pourra être publié publiquement sans approbation. Et les protocoles de protection, ai-je insisté, si des populations sont trouvées, que se passera-t-il ? Protection de l'habitat sous couvert de préservation de la nature sauvage, a expliqué Thornton. Nous ne pouvons pas reconnaître publiquement les créatures sans déclencher les problèmes que nous avons discutés, mais nous pouvons protéger leur territoire en les désignant comme des zones sauvages protégées, des habitats critiques pour les espèces menacées ou des zones de sécurité nationale. Nous le faisons depuis des années. J'ai regardé mon équipe. Nous avions opéré sous l'hypothèse que nous combattions une dissimulation injuste. Mais la réalité était plus complexe. Le gouvernement n'essayait pas d'enterrer la vérité par malice. Il essayait de protéger une espèce intelligente, en danger critique, d'extinction, d'être chassée jusqu'à l'extinction. Et les autres scientifiques ? A demandé Jennifer. Sûrement que nous ne sommes pas les seuls à avoir soupçonné ou trouvé des preuves. Il y en a eu d'autres, a admis Blackwood. Certains ont été intégrés au programme classifié comme ce que nous vous proposons. D'autres ont choisi des voies différentes et ont vu leurs preuves discréditées, leur carrière ruinée. Nous préférons la coopération, mais nous protégerons ce secret par tous les moyens nécessaires. La menace était claire, mais pas hostile. Il nous offrait un choix, mais ce n'était pas vraiment un choix. Je veux que ce soit écrit, ai-je dit. Tout ce que vous avez promis, accès continu, recherche, préservation, protocole de protection. Je veux un accord formel. Fait, a dit Thornton. Vous devrez tous signer des accords de non-divulgation et passer par un processus d'habilitation de sécurité. Le spécimen sera transféré à Fort Dietrich, dans le Maryland, d'ici la fin de la semaine. Vous aurez un laboratoire là-bas et pourrez continuer vos recherches. Fort Dietrich, a dit Hassan, c'est une installation de recherche biologique militaire. C'est aussi l'un des endroits les plus sécurisés du pays, a répondu Thornton. Le spécimen y sera protégé et vos recherches seront sauvegardées. Au cours de la semaine suivante, tout s'est déroulé rapidement. Nous avons signé des documents qui nous liaient légalement au secret pour le reste de nos vies.
Les habilitations de sécurité ont été accélérées. Le spécimen a été soigneusement emballé et transporté sous haute sécurité jusqu'au Maryland. Le 6 novembre 1996, notre Bigfoot congelé a quitté Seattle. J'ai regardé le camion réfrigéré s'éloigner, emportant la découverte scientifique la plus importante de ma carrière vers un endroit où presque personne ne la verrait jamais. Mon équipe et moi avons suivi 2 semaines plus tard, nous relocalisant temporairement à Fort Dietrich pour installer notre nouveau laboratoire et poursuivre la recherche. L'installation était impressionnante. Équipement de pointe, financement illimité, accès à des bases de données et à des ressources que nous n'avions jamais eues à l'université. Mais c'était aussi une prison. Gardes armés à chaque point de contrôle, communication restreinte avec le monde extérieur. Chaque donnée que nous produisions était classifiée et contrôlée. Nous avons poursuivi notre travail fin 1996 et début 1997. L'analyse ADN est devenue plus détaillée, plus complète. Nous avons découvert que le spécimen avait vécu environ 35 à 40 ans. Sur la base de l'analyse osseuse, nous avons trouvé des preuves de fractures guéries plus tôt dans sa vie, suggérant une existence difficile, mais aussi un accès à une forme de soins, possiblement de la part de membres de son groupe familial. Nous avons analysé le contenu de l'estomac et trouvé des matières partiellement digérées, comprenant du saumon, des baies et ce qui semblait être des plantes médicinales. Cela suggérait non seulement un régime alimentaire omnivore, mais aussi une possible connaissance des remèdes à base de plantes. Chaque découverte rendait ces créatures plus humaines, plus dignes de protection et de respect. En mars 1997, Dr Blackwood nous a apporté de nouvelles informations. Une équipe de terrain surveillant une population dans le nord de la Colombie-Britannique avait obtenu des échantillons de poils et des excréments d'activités récentes. Ils voulaient que nous analysions cela, que nous le comparions à l'ADN de notre spécimen. Les résultats étaient stupéfiants. Les échantillons modernes montraient 99,8% de similitude génétique avec notre spécimen congelé. Ce n'est pas seulement qu'ils sont apparentés, c'est essentiellement la même espèce, inchangée après près de 10 000 ans. Ce sont des fossiles vivants, a dit Hassan en regardant les données, une espèce qui a évolué pour survivre dans l'Arctique et est restée pratiquement inchangée parce qu'elle est si parfaitement adaptée à son environnement. Mais l'adaptation ne garantit pas la survie, a noté Patricia. Leur population est critique. Ils se dirigent toujours vers l'extinction, juste lentement. À moins que nous ne fassions quelque chose, a dit Jennifer. Nous avons maintenant les données. Nous comprenons leur génétique, leur physiologie. Nous pourrions développer des stratégies de conservation, peut-être même des programmes de reproduction en captivité. Cela nécessiterait de les capturer, a rétorqué Jennifer, les sortir de la nature, les mettre en captivité. Tout ce que nous savons de ces créatures suggère qu'elles ne survivraient pas psychologiquement à cela. Elles sont très intelligentes, habituées à parcourir des dizaines de kilomètres. La captivité serait une torture. Alors, quelle est l'alternative ? A demandé Hassan. Nous documentons simplement leur extinction. Écrivons des articles que personne ne lira jamais sur la façon dont nous avons regardé une espèce intelligente disparaître. Je n'avais pas de réponse. Aucun de nous n'en avait. En novembre 1999, Thornton m'a convoqué à Washington, D.C. pour une réunion. Dans un immeuble de bureaux anonymes, j'ai rencontré un groupe de responsables dont je n'ai jamais appris les noms et dont j'ai été chargé d'oublier les visages Dr Brennan. Nous avons examiné vos recherches et vos rapports de terrain, a dit l'un d'eux. Votre équipe a documenté 17 rencontres vérifiées, analysé des échantillons d'au moins 9 individus différents et compilé les données les plus complètes sur cette espèce jamais assemblée. La question est, qu'allons-nous faire de ces informations ? Idéalement, publier, laisser la communauté scientifique aider à développer des stratégies de conservation.
engager le public pour protéger ces créatures et réalistement continuer ce que nous faisons. Surveiller les populations, protéger l'habitat, intervenir si nécessaire, mais reconnaître que cela pourrait ne pas suffire. Ces créatures pourraient s'éteindre malgré tous nos efforts. « Ouah, c'est inacceptable !» a dit un autre responsable. « Si nous sommes au courant d'une espèce intelligente confrontée à l'extinction et que nous ne faisons rien, c'est un échec moral. » D'accord, mais chaque option que nous avons explorée comporte des risques importants. La divulgation publique déclenche la chasse. La reproduction en captivité nécessite de capturer des êtres intelligents en liberté. Le sauvetage génétique nécessite des technologies dont nous ne sommes même pas sûrs qu'elles fonctionnent. Il n'y a pas de bonnes options, seulement des moins mauvaises. Ils sont restés silencieux un moment. Puis le premier responsable a repris la parole. Dr Brennan, que penseriez-vous d'une divulgation limitée, pas d'une annonce publique complète, mais en faisant appel à des experts extérieurs sélectionnés, des biologistes de la conservation, des généticiens, des éthiciens, des personnes qui pourraient aider à développer des stratégies sans déclencher une prise de conscience publique massive? C'est risqué. Plus il y a de personnes au courant, plus il est difficile de garder le secret. Vrai, mais l'alternative est de les laisser disparaître, alors que seulement une poignée d'entre nous sait qu'ils n'ont jamais existé. Cela ne convient à personne dans cette pièce. J'ai pensé au corps congelé dans notre installation. Cet individu était mort il y a 9400 ans, tué par des humains qui le voyaient comme une menace ou une curiosité. Son espèce avait survécu des milliers d'années dans la clandestinité, pour finalement faire face à l'extinction à l'ère moderne, pendant que les humains débattaient de ce qu'il fallait en faire. Si nous allons faire appel à des experts extérieurs, ai-je dit lentement, nous avons besoin d'une sécurité en béton, de vérification d'antécédents, d'accords de non-divulgation, d'un accès limité aux informations, et nous devons être sélectifs. Uniquement des personnes qui ont démontré un engagement envers la conservation et la recherche éthique. D'accord. Nous allons commencer par un programme pilote. 5 chercheurs supplémentaires triés sur le volet, intégrés au programme classifié. Si cela fonctionne, nous élargirons. S'il y a des fuites, nous l'arrêterons immédiatement. Et la recherche que j'ai menée, les données sur le spécimen congelé restent classifiées pour l'instant, mais nous sommes ouverts à une éventuelle publication scientifique limitée, peut-être dans 20 ou 30 ans, lorsque la situation se sera stabilisée. 20 ou 30 ans. D'ici là, j'aurai 60 ou 70 ans. L'espèce pourrait déjà être éteinte, mais c'était mieux que rien. Je suis retourné à Fort Dietrich et j'ai briefé mon équipe sur la nouvelle orientation. Nous étions prudemment optimistes. Peut-être qu'avec plus d'esprit travaillant sur le problème, nous pourrions trouver des solutions que nous avions manquées en décembre 1999, à l'approche du millénaire. Je me tenais dans notre laboratoire, regardant le spécimen congelé qui avait lancé tout ce voyage. 3 ans de recherche, d'innombrables découvertes, une révolution complète dans notre compréhension de l'évolution humaine et de la préhistoire nord-américaine, tout cela enfermé dans des dossiers classifiés. Mais les descendants de la créature étaient toujours là-bas, survivant toujours contre des probabilités impossibles. Et maintenant, enfin, nous prenions de vraies mesures pour les aider. Ce n'était pas suffisant. Ce ne serait peut-être jamais suffisant, mais c'était quelque chose. Le programme pilote visant à faire appel à des experts extérieurs a été lancé en mars 2000. Nous avons soigneusement sélectionné 5 chercheurs. Un généticien de la conservation de Stanford, un vétérinaire de la faune de UC Davis, un écologiste comportemental de Cornell, un bioéthicien de Harvard et un chercheur en études amérindiennes de l'Université d'Alaska qui avait des liens tribaux et des connaissances traditionnelles sur ces êtres. Chacun a subi des habilitations de sécurité approfondies et signé des accords de non-divulgation qui les lieraient légalement à vie. Lorsqu'ils sont arrivés à Fort Dietrich en avril 2000 et que nous leur avons montré le spécimen congelé,
Leur réaction allait du silence stupéfait aux larmes d'émerveillement. Dr Maria Castillo, la généticienne de la conservation, est restée à fixer le corps pendant 5 minutes complètes avant de parler. Cela change tout. Toutes les hypothèses sur la préhistoire nord-américaine, sur l'évolution humaine, sur quelles espèces pourraient encore survivre sans être détectées. C'est au-delà du remarquable. Nous avons passé 6 mois à travailler ensemble, combinant nos expertises. Dr Castillo a analysé les données génétiques et développé des modèles théoriques de sauvetage génétique, introduisant la diversité génétique dans de petites populations par une gestion prudente. Dr James White Horse, le chercheur amérindien, a fourni un contexte culturel qui nous a aidés à comprendre le comportement des créatures à travers le prisme des connaissances indigènes qui les observaient depuis des milliers d'années. Ma grand-mère me racontait des histoires, a partagé James lors d'une session tardive, sur les gens de la forêt qui vivaient dans les montagnes, qui évitaient les humains mais aidaient parfois les enfants perdus à retrouver leur chemin. Je pensais que c'était juste des légendes pour nous apprendre le respect de la nature, mais elle me parlait de rencontres réelles transmises de génération en génération. En novembre 2000, nous avions développé une stratégie de conservation complète. Elle comprenait une protection élargie de l'habitat par des désignations stratégiques de zones sauvages, un réseau de surveillance de gardes forestiers et de chercheurs à travers l'Amérique du Nord, des protocoles d'échantillonnage génétique pour suivre la santé des populations sans capture, des directives d'intervention pour les individus blessés ou en détresse et des plans à long terme pour un possible sauvetage génétique si les populations déclinaient davantage. La stratégie a été approuvée par les autorités fédérales en janvier 2001. Des financements supplémentaires ont été alloués. D'autres chercheurs ont été discrètement intégrés au programme. En 2003, nous avions un réseau de 37 personnes dans plusieurs agences et institutions, tous travaillant à protéger une espèce dont le public ignorait l'existence. Mais le secret pesait sur nous tous. En 2005, une compagnie forestière du nord de la Californie a tué l'une des créatures. Ils ont affirmé que c'était de la légitime défense, que la créature avait chargé leur opérateur d'équipement. L'enquête fédérale a conclu qu'il s'agissait probablement d'un malentendu. La créature avait essayé de les effrayer pour quitter son territoire. Une démonstration défensive qui a été mal interprétée comme une attaque. Le bûcheron qui avait appuyé sur la détente a été dévasté en apprenant ce qu'il avait tué. Le corps a été discrètement récupéré par des agents fédéraux. J'ai effectué la nécropsie. C'était une femelle d'environ 30 ans et elle était enceinte. Nous avons perdu 2 individus ce jour-là. Le bûcheron a été payé, a signé un accord de non-divulgation et a été relocalisé dans un autre État. La compagnie forestière n'a subi aucune conséquence publique car la reconnaître aurait nécessité d'expliquer ce qui avait été tué. L'incident a été classifié, enterré, oublié par tous, sauf par ceux d'entre nous qui savaient. C'est alors que j'ai commencé à me demander si le secret protégeait vraiment ces créatures ou simplement nous protégeait de devoir faire face à des vérités difficiles. Tout au long des années 2000, j'ai continué mon travail. J'ai analysé plus d'échantillons, documenté plus de rencontres, écrit plus de protocoles. Le spécimen congelé est resté à Fort Detrick, parfaitement conservé, un témoignage silencieux d'une espèce luttant pour sa survie. En 2010, j'ai eu 54 ans. J'avais passé 14 ans de ma vie à étudier ces créatures en secret. J'étais devenu le plus grand expert mondial d'une espèce que la plupart des gens croyaient être un mythe. Et j'en avais marre de mentir. J'ai commencé à garder des copies personnelles de données de manière intraçable. J'ai tout documenté dans des journaux que je gardais chez moi. J'ai commencé à planifier un jour où je pourrais dire la vérité. Le tournant est survenu en 2015. J'avais 59 ans, approchant l'âge de la retraite, lorsque Dr Blackwood m'a convoqué à son bureau. « Michael, nous avons une situation. Une de nos équipes de surveillance en Colombie-Britannique a trouvé un groupe familial, 2 adultes et 3 juvéniles.
Mais ils sont dans un mauvais endroit, trop près d'un projet de développement de complexes hôteliers. Nous devons les déplacer. Les déplacer, nous n'avons jamais tenté cela auparavant. Nous n'avons pas le choix. Si nous ne les déplaçons pas, ils seront soit découverts lorsque la construction commencera, soit ils seront forcés dans un territoire qui ne peut pas les supporter. La tentative de relocalisation a été un désastre. Nous avons utilisé des tranquillisants pour les déplacer en toute sécurité, mais l'un des adultes, le mâle, a eu une réaction adverse. Malgré tous les efforts de notre équipe vétérinaire, il est mort pendant le transport. La femelle et les juvéniles ont été relâchés dans un nouveau territoire, mais nous avions détruit leur structure familiale. Nous les avions traumatisés par notre intervention. 6 mois plus tard, la surveillance a montré que les juvéniles s'étaient séparés prématurément de leur mère. Leur survie était incertaine. Nous l'avons tué, ai-je dit à Jennifer après l'incident. Nous essayions d'aider et nous l'avons tué. Nous avons pris la meilleure décision possible avec les informations dont nous disposions, a-t-elle répondu. Mais même elle semblait incertaine. Ce n'est pas suffisant. Nous jouons à Dieu avec une espèce intelligente, prenant des décisions de vie ou de mort à leur sujet en secret, sans surveillance, sans responsabilité publique. Ce n'est pas de la conservation, c'est du contrôle. Cette année-là, j'ai pris une décision. Lorsque je prendrai ma retraite en 2020, j'attendrai quelques années que mes obligations légales expirent. Puis je raconterai l'histoire. Pas tout. Je ne révélerai pas les emplacements ni ne mettrai en danger les populations vivantes, mais je révélerai le spécimen congelé, les résultats d'ADN, la preuve que ces créatures existaient. Puis le Covid-19 est arrivé et ma retraite a été retardée car toutes les ressources ont été redirigées vers la réponse à la pandémie. Le spécimen congelé est resté en stockage, pendant que le monde gérait une autre crise. Enfin, en 2023, j'ai pris ma retraite du service gouvernemental. J'avais 67 ans. J'avais passé 27 ans à étudier des créatures que la plupart des gens croyaient être des légendes. Et j'en avais fini de garder des secrets. J'ai contacté un journaliste de confiance, quelqu'un qui s'était bâti une réputation de reporting prudent et éthique sur les controverses scientifiques. Je lui ai fourni des copies des données que j'avais conservées, des photographies du spécimen congelé, des résultats d'analyse ADN et la documentation de nos recherches. Cela détruira votre réputation, m'a-t-elle prévenu. Même avec toutes ces preuves, les gens vous traiteront de fraude, de théoricien du complot. Le gouvernement nie tout et détruira votre crédibilité. Je sais, ai-je dit, mais ces créatures sont toujours là-bas, toujours en train de mourir, toujours se dirigeant vers l'extinction pendant que nous prétendons qu'elles n'existent pas. Quelqu'un doit forcer cette conversation à éclater. L'histoire est en cours de préparation pour publication maintenant, en 2024. Lorsqu'elle sortira, le gouvernement répondra exactement comme prévu. Ils nieront l'existence du spécimen congelé, prétendront que les données ADN sont fabriquées, discréditeront moi et mes recherches. Mais j'ai quelque chose qu'ils ne peuvent pas facilement rejeter. Les coordonnées du site de découverte original dans le glacier Mendenhall. Le glacier a continué de reculer depuis 1996. Si quelqu'un veut vérifier mon histoire, il peut aller à cet endroit exact et chercher sur la roche et la glace exposée. Il y a une chance qu'il trouve d'autres preuves, peut-être d'autres corps, peut-être des artefacts qui étaient gelés aux côtés du spécimen que nous avons trouvé. J'ai aussi le témoignage d'autres personnes impliquées. Dr Karen Martinez a accepté de se manifester. Dr Hassan Ahmed, travaillant maintenant dans un laboratoire de génétique privé, a fourni des déclarations corroborantes. Plusieurs chercheurs de terrain qui ont pris leur retraite du service gouvernemental ont accepté de confirmer l'existence de programmes de surveillance. Nous ne pouvons pas fournir le spécimen lui-même qui reste sous garde fédérale, et je n'ai aucune illusion quant à y avoir accès. Mais nous pouvons fournir suffisamment de preuves pour forcer des questions, exiger des enquêtes, rendre impossible au gouvernement de rejeter simplement les affirmations.
Plus important encore, je rends publique la crise de conservation à laquelle ces créatures sont confrontées. La population estimée est maintenant inférieure à 200 individus. La diversité génétique est critique. L'habitat continue de rétrécir. Sans intervention, une intervention réelle, avec le soutien et les ressources du public, elles seront éteintes d'ici 50 ans. C'est la vraie raison pour laquelle je brise mon silence. Pas pour la gloire ou la vindication, mais parce qu'une espèce intelligente disparaît pendant que les humains qui la connaissent débattent s'il est sûr de dire la vérité. Le corps congelé que nous avons sorti de ce glacier en 1996 avait 9400 ans. Cet individu, cette espèce, a survécu à la fin de l'âge de glace, a survécu à des milliers d'années de changements climatiques et d'expansion humaine, a survécu à la chasse et à la mise en fuite. Ils ont survécu à tout ce que la nature et les humains leur ont jeté pendant des millénaires, mais ils ne survivront pas au secret. Ils ne survivront pas à être protégés par des mensonges et des dissimulations et des documents classifiés que personne ne lit. Alors, je raconte leur histoire, notre histoire, l'histoire de la façon dont l'humanité a découvert que nous n'étions pas seuls, que nous partagions ce continent avec une autre espèce intelligente, et comment nous avons choisi de cacher cette vérité plutôt que de gérer la complexité de la coexistence. Les résultats de l'ADN sont arrivés. Ils sont arrivés il y a 28 ans. Ces créatures sont réelles, elles nous sont apparentées, elles meurent et nous le savons depuis tout ce temps. Ce corps congelé en Alaska, celui que j'ai étudié pendant des années, celui qui a changé toute ma compréhension de l'évolution humaine, ce corps a une histoire à raconter. Et je le laisse enfin parler. Le gouvernement va me poursuivre. Ils utiliseront tous les outils juridiques dont ils disposent pour me faire taire, pour discréditer les preuves, pour maintenir le secret. Je suis prêt pour cela car certaines vérités sont plus importantes que la carrière, la réputation ou la sécurité personnelle. Certaines vérités exigent d'être dites quel qu'en soit le coût. C'est l'une de ces vérités. Le corps de Bigfoot que nous avons trouvé congelé en Alaska était réel. Les résultats de l'ADN ont prouvé que c'était un parent humain, une espèce intelligente qui partageait notre histoire évolutive, et le gouvernement garde ce secret depuis des décennies, pendant que ces créatures marchent vers l'extinction. Maintenant, vous savez, en sachant, vous devez décider quoi faire de cette connaissance. J'ai choisi de parler. Que choisirez-vous ?